Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Bonjour Agnès Firmin-Lebaudot. Bonjour. Malaise en série, quand les insultes remplacent les discussions à l'Assemblée, est-ce qu'on peut tout dire? Et puis l'autre malaise du jour, c'est les médecins libéraux de nouveau en grève, les généralistes. 1,50 € d'augmentation, ce n'est pas sérieux, disent certains. Ce sont les deux grands sujets que nous allons évoquer avec vous, Agnès Firmin-Lebaudot, en s'arrêtant aussi sur les solutions face aux déserts médicaux, parce que c'est votre dossier. Commençons donc par ces échanges tout de même, si vous le voulez bien. Hier à l'Assemblée, lors des débats sur les retraites, imposteur, assassin, a crié un député de la NUPS, Aurélien Saint-Toul, à l'adresse d'Olivier Dussopt. Il lui a présenté ensuite ses excuses. Est-ce que c'est grave ou est-ce que ça fait partie du débat selon vous? C'est grave, c'est très grave. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis maintenant quelques jours, on ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'accepter. Je crois que la plus belle des réponses, c'est celle qu'a fait Olivier Dussopt. Il a accepté les excuses, mais ne pardonne pas. On ne peut pas tout pardonner. Je crois que l'Assemblée nationale mérite des débats. Débattre, c'est le principe même de notre hémicycle. Parfois des débats tendus. Il y en a eu, il y en aura, c'est le principe, mais en se respectant. Ouais. Et là, finalement, est-ce que l'Assemblée n'est pas à l'image de notre société aujourd'hui? C'est-à-dire un manque de respect, une baisse de l'autorité, une montée de la violence? Je crois que c'est peut-être des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, ce que je souhaite dire vraiment très fortement et très sincèrement, les Français n'aiment pas le cirque, entre guillemets, dans les institutions. Vraiment. Vous croyez? Parce que ce sont quand même les Français qui ont élu aussi ces députés. Je crois. Et il y a quelqu'un qui l'a très bien compris. C'est Marine Le Pen. Regardez comment se comportent les députés RN à l'Assemblée. Et donc il y a un danger pour la suite à ce que certains continuent à se comporter de la sorte à l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée est un lieu chargé d'histoire, c'est un lieu où on débat, c'est un lieu où les Français ont fait confiance à leurs parlementaires pour porter la voix, pour échanger, pour voter la loi. Et quand on vote la loi, on doit se respecter. On doit débattre, mais on doit se respecter. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de Marine Le Pen, Agnès Firmin-Lebaudot? Le danger, il est réel, parce que dans les élections futures, avec le comportement qui est ceux de certains, que certains fassent le jeu du Rassemblement national. Je crois que nous devons être collectivement vigilants à cela. Oui. Venons-en donc au mouvement de colère des médecins généralistes. Alors pour certains, par exemple, la proposition de l'assurance maladie d'une hausse d'1,50 € à 26,50 €, donc est considérée comme une forme de mépris, de provocation. Vous comprenez ça ou pas? Tout d'abord, rappeler que les négociations de la Convention sont en cours, qu'elles sont menées par la CNAM, que ces négociations devront aboutir le 28 février. La proposition de 26,50 € correspond à 1,50 € par rapport à 25 €. Jusque-là, tout le monde me suit. Ça fait quand même 7 000 € d'augmentation de revenus par an. Il faut entendre le message des médecins sur... et cette manifestation aujourd'hui est sans doute le symptôme ou de quelque chose qui ne va pas bien. Nous l'entendons, nous le savons. Avec le ministre François Braun, nous avons reçu les médecins. Je fais beaucoup de déplacements, j'en ai fait plus de 60, donc je vois les médecins. J'étais encore hier dans des centres de santé à Paris. Donc le message des médecins, nous l'avons entendu. Mais nous entendons aussi, depuis maintenant quelques mois, les Français qui ne supportent plus, qui ne comprennent pas ne pas avoir accès aux soins. Et nous devons, je dis bien ensemble, leur apporter une réponse, répondre à 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant et ces 657 000 qui ont une pathologie chronique qu'il nous faut suivre. Oui, et ça, votre première réponse que vous apportez, Agnès Firmin-Lebaudot, c'est cet accès direct, sans prescription médicale à certaines professions comme les kinés, les orthophonistes, les infirmières, etc. C'est une véritable avancée parce que certains médecins sont contre ça, justement. Alors ça n'est pas la première réponse. Nous savons très bien qu'il y a moins de médecins. Il y en aura un peu moins encore dans les années à venir et que nous allons avoir 8 années difficiles. Comment on répond aux besoins de santé avec moins de médecins, des médecins qui arrivent, qui travaillent un peu moins que leurs prédécesseurs, c'est factuel, et un besoin de santé de plus en plus grand parce que la population vieillit. Comment on répond à cette équation? En dégageant du temps médical. Dégager du temps médical, c'est d'abord les assistants médicaux. Nous souhaitons les développer à hauteur de 10 000. Un assistant médical pour un médecin, c'est 15% de temps médical gagné. L'enjeu, c'est que les soignants soignent. Donc, du temps médical dégagé avec les assistants médicaux.
cette charge administrative avec tous les certificats que les médecins ne devraient plus faire. Le travail a été lancé et le ministre François Braun a annoncé 15 mesures bien sûr, de sport, par exemple. Pour les crèches, quand un enfant est en crèche, on doit pouvoir supprimer et ça, alors pour les auditeurs qui le comprennent bien, qui pourra le délivrer, ce certificat? L'idée, c'est que déjà, ces certificats n'existent plus, qu'ils n'ont pas à être demandés. Donc c'est simplement... oui, mais parfois, pour faire du sport, si jamais il y a un problème derrière, il y a un petit souci. Là, déjà, la loi a beaucoup évolué sur ce sujet. Donc c'est un certificat tous les 3 ans pour certaines disciplines. C'est parfois juste une attestation sur l'honneur. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui existent. Du temps médical, c'est aussi prendre des compétences chez les autres professionnels de santé, puisque les professionnels de santé ont des compétences. Je prends l'exemple de la vaccination. Les pharmaciens, les infirmiers peuvent vacciner. C'est aussi du temps médical pour que le médecin, je le redis vraiment très sincèrement, doit rester la pierre angulaire de notre système de santé. C'est lui qui fait le diagnostic, mais dans le cadre d'un exercice coordonné avec d'autres professionnels autour, on doit pouvoir assurer la prise en charge de nos concitoyens et répondre aux besoins de santé. Qu'est-ce que vous répondez à ces généralistes en parlant toujours de cet accès direct, et c'est la loi qui est étudiée d'ailleurs aujourd'hui au Sénat, qui disent que on ne peut pas non plus faire confiance uniquement à des gens, par exemple des kinés, qui ne savent pas ce qu'il y a comme autre problème, peut-être qu'une petite foulure, etc., et qu'il faut d'abord passer chez le généraliste. C'est ce que nous disaient 2 médecins que l'on avait tout à l'heure entre 7h et 8h. Oui, là d'abord, la loi va être discutée au Sénat, après être passée à l'Assemblée nationale, donc la loi va être discutée à partir de cet après-midi. Vous faites référence ici à la proposition de loi de Stéphanie Rist. L'idée est de dégager du temps médical, et je le redis, dans le cadre d'un exercice coordonné, dans des structures où il y a des médecins, puisque la loi, avec les sénateurs, va évoluer dans le cadre d'une maison de santé pluridisciplinaire, dans le cadre d'un centre de santé. C'est, je le redis, dans le cadre d'un accès direct avec des pathologies définies à travers des décrets qui pourront prendre en charge nos concitoyens et répondre à certaines pathologies dans le cadre d'un exercice coordonné où un médecin est à proximité. Donc vous dites que ça peut fonctionner, ça, il n'y a pas de raison, quoi. Ça peut fonctionner, oui, bien sûr. Oui, mais quand les médecins disent que vous voulez les contourner, vous dites non. Non, je le redis vraiment, et je le dis je ne sais combien de fois par jour, le médecin doit rester la pierre angulaire de notre système de santé. C'est lui qui établit le diagnostic, et c'est avec lui, c'est à sa demande que dans le cadre d'un exercice coordonné, nos concitoyens pourraient être pris en charge. Oui, et dans les déserts médicaux qui ne sont pas forcément à la campagne, qui sont aussi en ville, alors quelles sont les solutions? Vous avez évoqué tout à l'heure ces fameux assistants médicaux, le besoin de se regrouper, ça passe obligatoirement par là? Alors 87% de la France est un désert médical, je le redis, donc le plus gros désert médical, c'est l'Île-de-France. Mais je vous le dis, j'ai fait plus de 60 déplacements. La réponse unique, la même partout en Île-de-France qu'à Saint-Georges-de-Luzançon, ça ne marche pas. Donc le pacte territorial souhaité par le président de la République, c'est construire avec les professionnels de santé, avec les élus de territoire, les réponses territoire par territoire. Et je peux vous assurer que des solutions, il y en a. Il nous faut développer le aller vers, les endroits où... effectivement, un médecin ne souhaite plus s'installer, puisque les professionnels et les jeunes professionnels, et il faut l'entendre, souhaitent s'installer en pluriprofessionnel, avec d'autres confrères, avec d'autres professions. C'est ce que nous allons développer, le aller vers. C'est aussi les assistants médicaux, comme je le disais tout à l'heure, c'est gagner du temps médical pour qu'un professionnel soigne. Oui, mais tout de même, ce qui est assez inédit, c'est cette colère en fait de l'ensemble des médecins et qui est répétée. Ça, vous les comprenez, ou alors vous leur dites qu'ils doivent faire face à, entre guillemets, à leurs responsabilités, à l'évolution aussi de leur secteur? Les médecins ne sont pas responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parfois, ils peuvent l'être, non? Certains se sont battus contre le développement du numerus clausus. Il y a eu à un moment donné... Non, mais certains les accusent aussi d'avoir parfois voulu conserver et rester en fait sur des acquis. Non, oui ou non? Il y a eu des discussions un peu compliquées. La suppression du numerus clausus, votée en 2019 sous le gouvernement d'Édouard Philippe, était quelque chose de nécessaire. Mais c'est pas les médecins qui ont instauré le numerus clausus. C'est pas eux qui l'ont fait. Donc l'idée, c'est vraiment de ensemble apporter des réponses. Nous sommes dans le mur. Je crois qu'il faut vraiment et on ne peut faire. Enfin, c'est pas faire l'un contre les autres, c'est pas faire les professionnels contre d'autres professionnels, c'est pas les médecins contre le gouvernement, c'est les uns avec les autres qu'on va apporter une réponse, je le redis, à nos 6 millions de concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant et qui le comprennent de moins en moins. Donc on construit et on va le construire ensemble, et moi j'ai toute confiance en la médecin pour que nous puissions arriver
apporter des réponses ensemble. Agnès Firmin-Lebaudot, est-ce qu'il peut y avoir aussi quand même une réponse sur les honoraires donc évidemment, pour l'instant, la consultation est à 25 €. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour que ce soit suffisamment attractif ? Le directeur de la CNAM l'a dit ce matin. Les négociations sont en cours. Elles devront aboutir le 28 février. Des rendez-vous sont prévus à partir de jeudi. La consultation socle a été revalorisée. La proposition qui est faite, c'est 26,50 €. Dans la PPL qui sera votée au Sénat, la proposition de loi de Stéphanie Rist, nous avons introduit l'engagement territorial. Nous souhaitons que les médecins puissent apporter des réponses. Et donc, le directeur de la CNAM l'a dit, en fonction de cet engagement territorial, des tarifs de consultation pourront être revalorisés. Oui, pour essayer de favoriser, parce que 40% des étudiants qui sortent de médecine, aujourd'hui, ne vont plus vers cette profession. Plus de 40%, et ça risque de s'aggraver, non ? J'étais jeudi dernier à Lyon avec les internes en médecine générale. Ils étaient 800, j'ai eu un échange très franc avec eux. L'attractivité des métiers de la santé est un vrai enjeu, l'attractivité de la médecine générale aussi. Donc il faut entendre ces évolutions. Je parlais tout à l'heure de l'exercice en groupe. Je crois qu'il faut aussi entendre leur volonté de pouvoir parfois faire un exercice mixte entre le salariat et le libéral, de pouvoir aller ne plus travailler aussi autant qu'auparavant. Ça, je crois que c'est acquis. On sait très bien que la jeune génération, et ça n'est pas que la génération de médecins, on voit bien, et cet été, les problématiques retrouvées dans les restaurants, par exemple, nous montrent que la crise sanitaire a fait comprendre qu'il y avait un rééquilibrage entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, c'est un fait de société qui n'a pas pu être anticipé, mais qu'il faut prendre en compte. Agnès Firmin-Lebaudot, il y a donc la réforme des retraites qui concerne aussi les personnels soignants, les infirmiers, les aides-soignants, les libéraux, les hospitaliers. Comme tous les Français, ils vont devoir travailler 2 ans de plus. Là, les discussions sont en cours, au même titre qu'elles le sont en cours pour toutes les professions. L'enjeu est bien sûr pour les aides-soignantes et pour les infirmières de prendre en compte ces pénibilités. Et là, il pourra y avoir justement des critères, quoi. Voilà, les discussions, bien sûr, sont en cours. Elles ont été rencontrées à la fois par le ministère du Travail et par le ministre de la Santé. Pour les infirmiers, les kinés, les aides-soignants aussi. Les aides-soignantes aussi, qui sont des métiers... qui sont des métiers qui n'attirent plus aujourd'hui. L'enjeu, vous le savez, l'enjeu est... Quand on parle d'attractivité des métiers, c'est bien pour ça que nous travaillons à la fois aussi avec notre collègue ministre des Solidarités. L'enjeu est d'attirer des aides-soignantes, des infirmières. Nous en avons besoin et nous allons en avoir encore beaucoup besoin dans les EHPAD aussi, dans les hôpitaux, mais aussi en ville. Et je ne peux pas aussi ne pas oublier de parler des aides à domicile pour lesquelles il est absolument nécessaire de rendre ces métiers attractifs. Ils le seront bien sûr par les rémunérations, mais ils le seront aussi par les possibilités d'évolution de carrière. Et moi qui rencontre beaucoup des professionnels soignants, parce que je vais beaucoup aussi dans les hôpitaux, la nécessité d'avoir des perspectives d'évolution de carrière, une aide-soignante souhaite quelques années plus tard pouvoir devenir infirmière et offrir ces perspectives de carrière, c'est aussi un enjeu d'attractivité des métiers. Les infirmières, est-ce qu'elles peuvent avoir une évolution aussi ? Est-ce que ça passe par de la formation ? Parce que beaucoup d'infirmières à 50 ans se disent « je voudrais faire autre chose ». Les infirmières, elles peuvent aussi faire les formations pour devenir infirmières de pratique avancée. Ça, c'est quelque chose. Elles peuvent aussi, dans le cadre de la transmission, être maître de stage, tuteur pour pouvoir accueillir les jeunes stagiaires. On voit bien que les jeunes qui souhaitent devenir infirmiers ont besoin, elle exprime, d'avoir des tuteurs de stage qui transmettent la passion du métier. Donc tous ces enjeux-là, ils sont sur la table et que je le redis, nous allons avoir besoin de tous les professionnels de santé. Et nous devons parler positivement de tous ces métiers du soin, qui sont des métiers qui sont porteurs de sens, et nous n'arrêterons cette spirale négative que si on arrive à parler positivement des métiers du soin. Mais évidemment, c'est extrêmement difficile, parce que c'est vrai que, par exemple, votre groupe, Horizon, a retiré sa proposition sur les déserts médicaux, c'est-à-dire sur l'incitation d'attirer dans les zones sous-denses. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas les obliger, il faut être capable de discuter. Moi, je salue la responsabilité de Frédéric Valtou et du groupe Horizon qui a souhaité retirer cette proposition de loi pour la retravailler et en redéposer une dans quelques temps. Parce que c'était se braquer face... Moi, je salue la responsabilité de Frédéric Valtou qui a consulté, qui a fait ses auditions et qui, à la vue des auditions,
à la vue aussi de ce qui s'est passé depuis le moment où Thomas Mesnier avait déposé cette proposition de loi, a souhaité retirer cette proposition de loi. Je le redis, le gouvernement est contre toute forme de régulation, d'obligation, de coercition. Nous avons discuté beaucoup avec les médecins. Les jeunes médecins me l'ont redit très, très vivement jeudi dernier, mais nous avons l'obligation, parce qu'il faut aussi entendre l'inquiétude de nos concitoyens, nous avons l'obligation ensemble de répondre aux besoins de santé des Français. Oui, deux dernières questions. Vous êtes chargé avec Olivier Véran de mener les concertations là, du débat sur la fin de vie. Quand est-ce qu'on va arriver au bout de cela ? Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, les 185 citoyens qui ont été tirés au sort travaillent jusqu'au 19 mars. Ils remettront à la Première ministre, au Président de la République, les conclusions de leurs travaux. De façon simultanée avec Olivier Véran, nous travaillons, nous consultons, nous allons faire des visites à l'étranger. Je serai la semaine prochaine dans les pays européens. Pour qu'il y ait une évolution de la législation ce printemps alors ? Pour regarder ce qui se passe à l'étranger, le Président de la République annoncera s'il souhaite que la législation évolue ou pas. En tout cas, nous aurons une chose est sûre, avancer sur les soins palliatifs, parce que la commande du Président de la République était aussi de travailler sur les soins palliatifs, et je travaille beaucoup sur cet enjeu majeur de développement des soins palliatifs. Avant l'été, pas forcément alors, de loi. Je ne sais pas s'il y aura une loi. Ouais. C'est pas du tout évident, quoi. Sur les soins palliatifs, il y aura quelque chose. Sur l'évolution de la fin de vie, nous travaillons actuellement, et le CESE est en train de travailler. Laissons les citoyens travailler. Dernière question, vous êtes une des fidèles d'Édouard Philippe, ex-adjointe au Havre. Vous le voyez en train de se préparer là pour 2027 ou pas ? Moi, je vois Édouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté d'agglomération, le Havre-Serre Métropole. Mais pas seulement. Ah, moi, quand je le vois, je rentre le week-end, je le vois maire du Havre. Et vous parlez de la suite, et vous parlez un peu de la suite, quoi, non ? Avec pas lui simplement de l'équipe de Havre qui se porte bien, mais en football, on parle de foot et on se voit au foot très régulièrement. Football, quoi. Oui, le Havre va monter en Ligue 1, oui. Bon, merci Agnès Firmin-Le Bodo, ministre en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Merci.